Certains feignent la confiance et espèrent que cela fonctionne. Ils traversent la pièce le dos droit, le regard trop fixe et les mains toujours agitées. Ils essaient de contrôler le tremblement dans leur voix lorsqu'ils saluent, répètent des phrases apprises par cœur devant des inconnus et sourient avec une grimace étudiée. Ils espèrent que personne ne remarque la tension dans leurs épaules, la sueur froide sous la chemise. D'autres font des choses concrètes et leur présence pèse plus que n'importe quel mot. Ils arrivent et ne regardent pas tout le monde, mais tout le monde les regarde. Ils s'assoient lentement, consultent des documents, notent des chiffres, gardent le téléphone éteint. Quand ils parlent, c'est seulement ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin de plus de discours ni d'astuces de conversation. Il n'existe pas de liste de phrases magiques ni de raccourcis pour impressionner. Tu as besoin d'habitudes qui se voient, se ressentent et se respectent. Des habitudes comme arriver à l'heure, tenir parole, garder l'ordre dans ton espace. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, il s'agit d'avoir de la discipline dans ce que tu fais chaque jour. Le bureau dégagé, les vêtements sans plis, les courriels répondus avant midi, parce que l'attrait réel n'est pas une question de chance ni de génétique, c'est le résultat des comportements que tu choisis et que tu maintiens. Reste jusqu'à la fin, car la dernière conduite est celle que tu auras le plus de mal à accepter. Habitude numéro 1. Prends soin de ta posture à tout moment. Maintenir une posture droite transmet de l'assurance et améliore la première impression. Cesse de négliger ta posture. Ne permets pas que le confort ou la fatigue dictent la manière dont tu te présentes. Reste droit même lorsque personne ne t'observe. La règle est simple. Ta posture est un message silencieux que tout le monde lit avant d'entendre un seul mot. Négliger ta posture a un coût immédiat et concret. Chaque fois que tu arrondis les épaules ou que tu t'affales sur ta chaise, tu envoies des signaux d'insécurité et de manque de contrôle. Peu importe si tu as de bonnes intentions ou un discours irréprochable, la première impression se forme en quelques secondes et la posture est le premier filtre. Si ton corps communique de la faiblesse ou du désintérêt, tu as déjà perdu des points avant même d'ouvrir la bouche. Le prix est réel. Moins de respect, moins d'attention et moins d'opportunités de connexion. Lors d'une réunion de travail, tu arrives et tu t'écroules sur la chaise. Le dossier grince sous ton poids et tes épaules s'affaissent vers l'avant. Personne ne t'interrompt, mais l'ambiance change. Ton supérieur détourne le regard. Les collègues t'ignorent lorsque tu proposes une idée. Ta voix se perd dans les murmures. La prise de décision se poursuit sans toi. Tes notes restent sans être examinées. Ta présence se dilue. À la fin, lorsque la réunion se termine, tu ne reçois qu'un regard d'approbation à peine perceptible. Ton opinion passe inaperçue. Lors d'un rendez-vous, ta posture voûtée transmet de la nervosité. Tu t'assieds au bord du siège, la tête baissée, les épaules refermées. L'autre le remarque, même s'il ne dit rien. La conversation devient superficielle, distante. La tension s'installe à la table. Le rendez-vous se termine plus tôt que prévu, sans promesse de se revoir. Le silence sur le chemin du retour est une conséquence tangible. À la salle de sport, tu t'entraînes avec le dos voûté. L'instructeur t'observe de loin, mais ne s'approche pas. Les autres te regardent du coin de l'œil, percevant ta fatigue avant même que tu ne soulèves un haltère. Tes répétitions sont moins efficaces. Ton énergie chute rapidement. Tu repars sans avoir réalisé aucun progrès visible, avec la sensation d'avoir perdu ton temps. Même lors d'un appel vidéo, tes épaules affaissées et ton regard baissé disent à l'autre que tu n'as pas confiance en toi. La caméra capte tout. Le menton collé à la poitrine, le dos enfoncé. Ton interlocuteur répond par des monosyllabes, regarde ailleurs, consulte son téléphone pendant que tu parles. La connexion se refroidit, la conversation s'épuise. Ce n'est pas invisible, cela se ressent. Le résultat te montre la vérité. Deuxième point. Habitude numéro 2. Maîtrise tes impulsions avant de réagir. Contrôler tes réponses émotionnelles évite les conflits et projette de la maturité. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent,
mais les opinions que nous avons à leur sujet. En pratique, ton jugement est ta chaîne ou ta liberté. La norme est simple, tu n'es pas attirant si tu es esclave de tes émotions. La réaction automatique est toujours le chemin le plus facile, mais aussi le plus coûteux. Lorsque tu réponds sans filtrer tes impulsions, tu remets le contrôle de ton image et de ton destin à des facteurs extérieurs. Le véritable attrait ne se définit pas par ton apparence, mais par la discipline avec laquelle tu choisis tes réponses. Si tu te laisses emporter par la colère, la frustration ou l'anxiété, tu perds le respect, l'autorité et la confiance. Maîtriser tes impulsions n'est pas de la répression, c'est de l'autocontrôle conscient. La maturité ne se mesure pas en années, mais dans la capacité à différencier ce que tu ressens de ce que tu fais. Pense-y lors d'une dispute sur WhatsApp. Quelqu'un te lance un commentaire provocateur. Tu ressens l'impulsion de répondre sur le même ton, d'attaquer ou de te défendre. Si tu le fais, la conversation s'envenime et tu te retrouves dans un conflit inutile qui use ta réputation et ton lien. Mais si tu respires, fais une pause et choisis de répondre avec mesure, tu projettes du contrôle et de la sécurité. Transporte ce scénario à un dîner de famille. Un parent lance une remarque sarcastique sur tes choix personnels devant tout le monde. Tu sens la chaleur sur ton visage, les mains tendues, la mâchoire crispée. Si tu réponds par le sarcasme ou l'agressivité, l'ambiance devient tendue. Les couverts restent suspendus, les regards s'évitent, la conversation s'éteint. Les plus jeunes observent, les aînés murmurent. La soirée devient inconfortable et ton image reste marquée par ta réaction. Au travail, lorsque tu reçois une critique injuste, ta réaction immédiate pourrait être de te justifier ou d'élever la voix. Si tu le fais, tu ne fais que valider le jugement des autres selon lequel tu es immature. Si tu contrôles ta réponse et réponds avec des arguments fermes mais calmes, tu gagnes du respect. Les collègues commencent à te voir comme quelqu'un de fiable, capable de supporter la pression sans s'effondrer. Le chef prend note. La prochaine fois qu'une opportunité de leadership se présente, ton nom apparaît dans la conversation. En couple, le contrôle des impulsions détermine la solidité de la relation. Une dispute mineure dans la cuisine peut s'envenimer à cause d'un mot lancé sans filtre. Le silence qui suit est lourd. Quelques jours plus tard, la confiance est fissurée, les conversations deviennent superficielles, les regards se dérobent. Ou bien, tu choisis un silence momentané, tu prends 1 minute, puis tu parles avec calme. La tension retombe, la conversation mûrit, la relation survit. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Ce n'est que le début. Habitude 3. Parle moins, écoute davantage. Prioriser l'écoute active te rend plus intéressant et crée une connexion authentique. Il y a une chose que tu dois accepter. La plupart des gens parlent pour impressionner, mais peu écoutent pour comprendre. La règle est simple. Celui qui écoute vraiment se distingue. L'erreur courante, c'est de croire que pour plaire ou être remarqué, il faut parler davantage, combler les silences ou montrer ce que l'on sait. Mais plus tu parles sans écouter, moins tu deviens intéressant. Personne ne veut d'un monologue déguisé en conversation. Si tu ne fais qu'attendre ton tour pour parler, les gens le remarquent et se détournent de toi. L'alternative, c'est de corriger. Écouter activement, poser des questions, laisser de la place à l'autre. Cela te distingue des autres et crée une connexion réelle, pas seulement une interaction superficielle. Lors d'une réunion de travail, tout le monde rivalise pour donner son avis. L'atmosphère est lourde, les voix se chevauchent, les gestes se tendent. Toi, tu choisis de te taire et de prêter attention aux détails que les autres négligent. L'expression d'agacement de la directrice quand quelqu'un l'interrompt, le silence gênant après une proposition peu populaire, le regard furtif de complicité entre 2 collègues. Quand tu prends enfin la parole, ton intervention est précise. Elle touche ce qui préoccupe vraiment le groupe et dissipe la confusion ambiante. Les personnes présentes se tournent vers toi, certains acquiescent en silence, d'autres notent ce que tu dis. Tu n'as pas beaucoup parlé, mais ton impact est visible. À la fin de la réunion,
Un collègue vient te demander ton avis en privé. Un autre t'inclut dans un courriel où l'on ne te considérait pas auparavant. L'effet de l'écoute se matérialise en accès et en respect. Dans une conversation sur WhatsApp, au lieu de répondre aussitôt avec ta propre anecdote, tu poses une question sur ce que l'autre a mentionné. Tu remarques que la conversation prend une toute autre tournure. L'autre personne s'étend, te confie des détails qu'elle n'avait jamais partagés. Tu commences à voir qu'on te cherche pour parler de sujets importants, voire personnels. Les réponses s'allongent, les messages te parviennent en premier, avant d'aller au groupe. Tu es perçu comme quelqu'un qui sait garder un secret et écouter sans juger. Ou lors d'un rendez-vous, au lieu de réciter tes réussites, tu écoutes ce que l'autre dit de sa journée. Tu observes ses épaules qui se détendent, sa méfiance qui tombe. Elle te raconte un problème au travail, plaisante sur un collègue difficile, détaille sa routine du matin. Tu prends mentalement note d'une passion qu'elle évoque en passant. La fois suivante, tu lui en parles. La réaction est immédiate. Un sourire, un regard différent, une invitation à poursuivre la conversation. Cela fait toute la différence. Les gens se souviennent de la façon dont tu les as fait se sentir écoutés. Le résultat te montre la vérité. Les opportunités apparaissent, les portes s'ouvrent, les personnes viennent vers toi car elles trouvent en toi quelque chose qui manque chez les autres. Une attention sincère. Dans la prochaine leçon, tu vas découvrir comment soigner ta présence physique, renforce cet effet et construit le respect. Habitude numéro 4. Maintiens une routine de soins personnels constante. Prendre soin de ton hygiène, de ta tenue et de ton énergie physique élève visiblement ton attrait. Cesse de te mentir. Personne ne respecte celui qui néglige sa présence. Il ne sert à rien de te justifier par manque de temps, d'argent ou d'envie. La négligence personnelle n'est pas invisible. Elle se voit. Et elle pèse plus lourd que tu n'oses l'admettre. Le principe est simple. La cohérence entre ce que tu projettes et ce que tu fais commence par tes soins de base. Si tu négliges ton hygiène, tes vêtements ou ta condition physique, le message est clair. Tu dis, sans un mot, que tu ne te valorises pas assez pour mettre de l'ordre dans l'essentiel. Cela n'affecte pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi celle dont tu te vois toi-même. Et la perception devient réalité. Moins de respect, moins d'intérêt, moins d'opportunités. Personne ne veut investir du temps ou de l'énergie dans quelqu'un qui ne s'impose même pas le minimum. Pense à un rendez-vous, une réunion de travail ou un simple appel vidéo. Tu arrives avec une chemise froissée, une barbe de plusieurs jours ou une haleine de café rance. Tu crois pouvoir compenser par ton charisme ou ton intelligence, mais l'impression est déjà faite. Tu transmets du désordre, un manque de contrôle, peu de discipline. L'attrait n'est pas seulement physique, c'est la conséquence de ton discernement et de ton habitude. Quand tu prends soin de toi, tu projettes du respect, du contrôle et de l'attention aux détails. Cela attire. Quand tu ne le fais pas, la conséquence est visible. Tu deviens insignifiant pour ceux qui font des efforts. Personne ne te le dira en face, mais on t'écartera. C'est aussi simple que cela. Et il y a plus. Tu deviens l'exemple gênant dans n'importe quel environnement. Au bureau, tu es celui qui évite l'ascenseur, de peur des remarques sur l'odeur. En réunion, tu es celui qui reçoit des regards furtifs vers la tache sur le pantalon ou la saleté sous les ongles. Au restaurant, tu es celui qui s'excuse pour l'état de ses chaussures, usées et poussiéreuses. Tu ne reçois pas d'invitation aux événements importants. On ne te sollicite pas pour de nouveaux projets. Les opportunités disparaissent sans bruit. Le téléphone cesse de sonner. Les messages restent sans réponse. Les conversations deviennent brèves, impersonnelles. Même dans le quotidien, la négligence s'accumule et devient une partie de ton identité. Le miroir renvoie une image fatiguée, peau terne, regard éteint, posture voûtée. Le corps est lourd, les vêtements gênent, le moral s'éteint. L'entourage réagit, porte close, regard fuyant, distance qui n'existait pas avant. Il n'y a pas de mystère. La conséquence de la négligence, c'est l'isolement progressif et l'insignifiance. Il ne s'agit pas de perfection, mais de respect de l'essentiel.
et le monde te le fait payer sans prévenir. Habitude 5. Prends des décisions rapidement et prends des risques. Montrer de la détermination et ne pas hésiter te positionne comme quelqu'un digne d'être suivi. Tu es dans une réunion et une question clé surgit. Il y a un silence. Tout le monde regarde autour de soi, attendant que quelqu'un prenne une décision. Tu hésites, tu regardes ton téléphone, tu réfléchis à toutes les options possibles et tu restes silencieux. Quelqu'un d'autre intervient, prend la parole, choisit une direction et tout le monde le suit sans discuter. La conversation s'articule autour de cette décision. À la fin de la séance, celui qui a parlé reçoit un signe d'approbation du chef, un regard, un hochement de tête, une mention dans le courriel de suivi. Tu passes inaperçu. En sortant de la salle, personne ne vient vers toi pour commenter l'action. Tu n'es qu'une présence de plus en arrière-plan. La règle est simple. Décide vite, prends le risque et montre ta détermination. Quand tu hésites, tu laisses place au doute et à l'insécurité. L'indécision est contagieuse. Si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Mettre de l'ordre dans ton esprit et agir sans vaciller te rend visible, digne de confiance et désirable dans n'importe quel environnement. Personne ne suit celui qui attend toujours des instructions ou qui cherche l'approbation. L'attrait n'est pas seulement physique ni verbal, c'est avant tout une question de caractère et de décision. Celui qui se montre résolu, même s'il se trompe, donne le rythme et gagne le respect. Celui qui attend devient invisible. Au travail, cela signifie que lorsqu'un problème inattendu surgit, c'est toi qui proposes une solution concrète au lieu de demander du temps pour y réfléchir. Pendant que les autres regardent leurs notes et échangent des regards gênés, tu proposes « On règle cela ainsi » et tu dictes un plan. Si le résultat n'est pas parfait, tu assumes la responsabilité. Si cela fonctionne, la reconnaissance est immédiate. Les messages privés, les félicitations publiques, l'invitation à participer à de futurs projets, la réputation se construit aux yeux de tous. Sur WhatsApp, tu réponds avec clarté et sans détour. Tu ne remplis pas la discussion de doutes ou d'excuses. Quand un groupe s'enlise à choisir un restaurant ou une date, tu écris « On va ici, à 20h ». Personne ne conteste. La conversation avance. Le groupe compte sur toi pour débloquer les situations. Les indécis attendent ton message. En couple, tu choisis un plan et tu assumes le résultat, sans rejeter la faute si tout n'est pas parfait. Tu prends l'initiative, tu réserves la table, tu choisis le film, tu proposes le voyage. S'il y a un imprévu, tu ne t'excuses pas. L'ambiance change, moins de discussions, plus d'action. L'autre te regarde différemment, la dynamique se transforme. À la salle de sport, tu n'hésites pas à essayer une nouvelle routine sans passer des semaines à étudier des théories. Tu prends une barre, tu tentes un exercice, tu corriges en cours de route. Les autres t'observent, certains te demandent conseil. L'entraîneur t'appelle par ton prénom. Le schéma est le même, ceux qui décident, dirigent. Ceux qui doutent, suivent. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Ce n'est que le commencement. Habitude 6. Apprends à dire non sans donner d'explication. Poser des limites claires, même si cela met mal à l'aise, augmente le respect et ta valeur perçue. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Dire non sans te justifier n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect envers toi-même. Cela paraît anodin, mais c'est l'une des distinctions les plus claires entre quelqu'un qui a du discernement et quelqu'un qui vit pour plaire. Le principe est simple, celui qui ne pose pas de limites finit par devenir invisible. Celui qui ne sait pas dire non finit par être l'ombre des attentes des autres. La plupart des gens pensent qu'expliquer chaque refus est un signe de politesse ou d'empathie. Ce n'est pas le cas. C'est la peur du conflit déguisée en courtoisie. Le résultat est dévastateur. Tu deviens une cible facile. Celui qui ne dérange jamais n'est jamais respecté. Ne pas poser de limites claires ne te rend pas plus aimé. Cela te rend simplement remplaçable. Chaque fois que tu justifies ton non, tu remets le contrôle de ton temps et de ta valeur aux autres. Et eux, même s'ils ne le disent pas, le remarquent.
Il respecte moins celui qui se justifie toujours et cède davantage devant celui qui trace sa frontière sans trembler. Au travail, ton supérieur te demande de rester plus longtemps. Tu n'en as pas envie, mais au lieu de dire non, tu inventes une excuse. Tu te retrouves à rester après les horaires pendant que les autres rassemblent leurs affaires et partent. Le bureau se vide et tu restes là, devant l'écran allumé, sous la lumière blanche des néons sur tes épaules. Le lendemain, la demande se répète et ton refus, agrémenté de justifications, est ignoré. Bientôt, d'autres collègues repèrent ta tendance à céder et commencent à te déléguer des tâches qui ne te reviennent pas. La charge de travail augmente, ton temps pour toi s'évapore. Personne ne te demande si tu peux, il suppose simplement que tu diras oui. Sur WhatsApp, un ami t'invite à une activité qui ne t'intéresse pas, et tu réponds par un non agrémenté d'explications inutiles. Il prend cela comme une invitation à insister. Les messages s'accumulent. Tu es sûr que tu ne peux pas changer ton programme. Le dialogue s'éternise. Finalement, tu finis par y aller par céder, ou tu passes pour l'indécis. Ton temps, à nouveau, est négocié par d'autres. En couple, tu acceptes des plans que tu ne veux pas juste pour éviter un malaise. Samedi après samedi, tu te retrouves à des réunions que tu détestes, à des dîners interminables où ta présence est celle d'un invité de pierre. Elle le remarque. Tes gestes trahissent la résignation. Ta voix est absente. La relation devient une succession de concessions silencieuses. L'admiration s'efface, remplacée par une habitude froide. Chaque fois que tu justifies ton refus, ta valeur perçue s'effrite. On te voit comme quelqu'un qui ne tient pas parole, qui a besoin de permission pour avoir son propre discernement. Et c'est le prix que tu paies pour ne pas déranger. Tu deviens insignifiant. Le visage de ceux qui t'entourent change. Ils te regardent avec une légère condescendance, comme on observe quelqu'un incapable de défendre sa place. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton manque de discernement et de maîtrise de toi. Si tu n'es pas capable de soutenir un non ferme, tu n'es pas capable non plus de soutenir le respect. Le respect ne se négocie pas avec des explications. Il s'impose avec des limites. Personne ne te le dira. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. Le respect se gagne. Tu peux garder les mêmes excuses, la même posture voûtée, les mêmes réactions automatiques et la même peur de déranger. Ou tu peux commencer à corriger ton langage corporel, poser des limites claires, écouter avec intention et prendre des risques même si ta voix tremble. Personne ne va te prouver que ton attractivité grandit si tu n'oses pas essayer. Le chemin est inconfortable, mais l'alternative est de rester le même. Aujourd'hui, tu as devant toi deux façons de vivre. Une qui te maintient invisible et une autre qui t'oblige à te distinguer pour ce que tu es, pas pour ce que tu sembles être. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu restes dans l'inertie, soit tu prends le contrôle de chaque habitude et tu vois le changement par toi-même. Dis en commentaire lequel de ces 6 habitudes tu dois encore travailler. C'est toi qui décides. T'es-tu déjà demandé comment une simple leçon de vie peut transformer complètement ta perspective? Aujourd'hui, je vais te faire voyager à travers une histoire stoïque unique intitulée « Ne laisse pas un chat entrer dans ta vie ». Ce récit va au-delà des mots typiques d'auto-assistance et te plongera dans une narration mystérieuse qui te laissera profondément réfléchi. Prépare-toi à une expérience qui défiera tes pensées et te révélera la signification derrière ces mots énigmatiques. Tu ne voudras pas manquer ce voyage fascinant vers la sagesse et l'autoréflexion d'une perspective stoïque. Avant de commencer, vérifie ton abonnement à la chaîne et deviens membre pour nous soutenir. Aujourd'hui, tu découvriras comment la sagesse et les conseils d'un homme peuvent changer le cours de ta vie, ou non. Commençons. Au sommet d'une ancienne montagne vivait un sage stoïque, connu pour sa compréhension profonde de la vie et de ses mystères. Alors qu'il approchait de la fin de sa vie, il convoqua son disciple le plus loyal et avec un murmure chargé de sens lui dit «
Souviens-toi de ceci, jeune disciple, ne permets jamais à un chat d'entrer dans ton esprit. » Avec ces mots énigmatiques, le sage exhala son dernier souffle, laissant tous les présents dans un état de réflexion profonde. Une foule de fidèles et de curieux s'était rassemblée pour entendre les dernières paroles du sage. Chacun d'eux se demandait la signification cachée derrière son avertissement. Le disciple, intrigué et confus, ne pouvait cesser de penser à l'avertissement du sage. Pourquoi devrait-il se soucier d'un simple chat ? Quel symbolisme cachaient ces mots? L'esprit du disciple voyageait à travers différentes interprétations possibles. Le chat pourrait-il symboliser une distraction ou une perturbation sur le chemin de la sagesse et de la tranquillité intérieure? Ou peut-être se référait-il à quelque chose de plus profond et personnel? L'incertitude le tourmentait, et plus il réfléchissait, plus la réponse semblait complexe. Dans le refuge de la montagne vivait également un vieil homme stoïque, témoin silencieux de la vie du sage pendant de nombreuses années. Bien qu'il n'ait pas été choisi comme successeur en raison de son âge avancé, il comprenait profondément les enseignements du sage. Voyant le jeune disciple perdu dans ses pensées, le vieil homme s'approcha et lui demanda la raison de son inquiétude. Après avoir écouté attentivement, le vieil homme sourit sagement et dit: « Jeune disciple, tu ignores l'histoire complète. Permets-moi de te la raconter. » Le sage avait décidé de se retirer de la société et de s'installer sur la montagne pour chercher la paix intérieure et la sagesse. Son domicile était une humble cabane à la périphérie d'un petit village, et il dépendait de la charité des villageois pour survivre. Ce dernier l'admirait pour sa sagesse et, en signe de respect, construisirent une modeste cabane pour lui. Le sage ne possédait que 2 tuniques, mais il fut bientôt confronté à un problème. Les rats commencèrent à ronger ses vêtements, mettant en péril ses maigres habits. Incapable de trouver une solution, le sage se tourna vers les villageois pour demander conseil. Un villageois suggéra: « Pourquoi ne prends-tu pas un chat? Les chats éloigneront les rats. » Le sage considéra cette idée et finit par accepter le cadeau d'un chat. En effet, le chat éloigna les rats de sa cabane. Cependant, un nouveau défi se présenta bientôt. Il devait nourrir et prendre soin du chat. Une fois de plus, le sage se tourna vers les villageois pour demander de l'aide. Ils proposèrent: « Puisque c'est un petit village, pourquoi ne prends-tu pas une vache? Nous te fournirons une vache qui te donnera du lait et te rendra plus autonome. » Convaincu par l'idée, le sage accepta et eut bientôt une vache. Cependant, la vache nécessitait de l'herbe et des soins quotidiens, et le sage devait se rendre au village pour mendier de la nourriture pour elle. Les villageois, préoccupés par la situation, suggérèrent: « Ce n'est pas le chemin approprié pour un grand sage stoïque comme toi. Nous te proposons de te rapprocher de la veuve du village. Son mari est décédé et elle est seule. Elle acceptera sûrement de s'occuper de ta vache. Et ainsi, tu n'auras pas à mendier. De plus, nous défricherons un morceau de terre près de ta cabane pour qu'elle cultive de l'herbe et d'autres cultures. » Le sage accepta la suggestion et la veuve accepta son offre. Elle s'occupait de la vache et cultivait le champ, et le sage l'aidait dans ses tâches. Avec le temps, l'affection entre eux grandit et ils tombèrent profondément amoureux. Une relation authentique se développa entre le sage et la veuve. Un jour, la veuve tomba enceinte et le sage se sentit accablé. Il réfléchit à la manière dont cela était arrivé. Il avait quitté le monde derrière lui et maintenant, il était de nouveau impliqué. Finalement, le disciple comprit la signification des mots du sage: « Ne permets pas à un chat d'entrer dans ton esprit. » Le vieil homme ajouta: « Il t'a averti de ne pas laisser ton esprit avoir un chat dans ta vie. » Dans cette histoire, le chat symbolise l'idée de ne pas céder trop de contrôle à ton esprit, de sorte qu'il commence progressivement et insidieusement à te dominer. Si nous observons nos vies, nous découvrirons que, pour le plaisir, nous laissons nos esprits réaliser des actions dont nous savons qu'elles ne sont pas saines. Cependant, une fois que nous accordons un peu de liberté à notre esprit, il commence à exiger plus de nous. Tout comme le chat,
a conduit le sage à acquérir une vache et finalement à s'engager dans une relation. De même, nous savons que la consommation de drogue ou de nourriture malsaine est nuisible. Mais certaines personnes les essaient quand même, juste pour expérimenter leurs effets pour la première fois. Cependant, par la suite, elles commencent à répéter ces actions encore et encore, et deviennent progressivement dépendantes. L'histoire du sage, du chat et des décisions qu'il a prises nous montre que céder le contrôle à nos impulsions et désirs peut nous mener sur des chemins inattendus et souvent indésirables. La philosophie stoïque nous enseigne à maintenir la sérénité et l'autodiscipline, même en plein milieu des difficultés. Elle nous invite à nous rappeler que nous sommes maîtres de nos actions et de nos choix, et que nous devons résister à la tentation de laisser notre esprit devenir le reflet de nos passions momentanées. Pour approfondir cette leçon, il est important de comprendre comment les petites décisions quotidiennes peuvent avoir un grand impact sur nos vies. Chaque petite décision agit comme une graine qui peut croître et fleurir en quelque chose de beaucoup plus grand, parfois hors de notre contrôle. Le chat dans l'histoire du sage symbolise une de ces petites décisions. En permettant au chat d'entrer dans sa vie, le sage a ouvert la porte à une série d'événements qui ont transformé son existence de manière qu'il n'avait pas anticipée. Dans nos propres vies, nous pouvons voir des exemples similaires. Considère comment une petite indulgence peut devenir une habitude. Par exemple, une personne peut décider d'essayer une cigarette par curiosité. Cette petite décision, apparemment insignifiante, peut mener à une addiction qui affecte profondément sa santé et son bien-être. De même, décider de procrastiner sur une tâche peut devenir un schéma qui impacte négativement la productivité et le succès personnel. Chacune de ces décisions agit comme le chat dans la vie du sage, conduisant à des conséquences inattendues et souvent indésirables. La philosophie stoïque nous offre des outils pour gérer ces tentations et décisions. Une des enseignements clés du stoïcisme est l'importance de l'autodiscipline et du contrôle de soi. Les stoïciens croient que la véritable liberté provient de la capacité de contrôler nos propres esprits et actions. En pratiquant l'autodiscipline, nous pouvons résister aux tentations et prendre des décisions alignées avec nos valeurs et objectifs à long terme. Pour appliquer cette leçon dans la vie quotidienne, il est utile d'adopter certaines pratiques stoïques. Une de ces pratiques est la réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, prends un moment pour réfléchir sur tes actions et décisions. Demande-toi si tu as agi en accord avec tes valeurs et si tu as pris des décisions qui te rapprochent de tes objectifs. Cette pratique de réflexion peut t'aider à être plus conscient de tes décisions et à identifier des schémas de comportement qui pourraient te mener sur des chemins indésirables. Une autre pratique utile est la visualisation négative. Les stoïciens recommandent d'imaginer les pires scénarios possibles pour mieux s'y préparer et pour apprécier davantage ceux que nous avons. En visualisant les conséquences négatives possibles d'une décision, nous pouvons être plus conscients des risques et éviter de prendre des décisions impulsives. Par exemple, si tu es tenté de dépenser de l'argent pour quelque chose d'inutile, imagine comment tu te sentiras si plus tard tu manques de cet argent pour quelque chose de plus important. Cette pratique peut t'aider à prendre des décisions plus réfléchies et responsables. En outre, la philosophie stoïque met l'accent sur l'importance de la vertu et de la sagesse. Selon les stoïciens, la vertu est le bien suprême et doit guider toutes nos actions et décisions. En nous concentrant sur la vie vertueuse, nous pouvons trouver une plus grande paix et satisfaction dans nos vies. La sagesse nous permet de discerner ce qui est vraiment important et ce qui n'est qu'une distraction temporaire. En cultivant la sagesse, nous pouvons prendre des décisions alignées avec nos valeurs et objectifs à long terme. L'histoire du sage stoïque nous enseigne également l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Bien que le sage ait initialement cherché une vie de retraite et d'isolement,
il a découvert qu'il ne pouvait pas vivre complètement déconnecté de la communauté qui l'entourait. Les villageois ont joué un rôle crucial dans sa vie, lui offrant aide et conseils en moment de besoin. Cette interdépendance nous rappelle que, bien que nous cherchions la sagesse et la paix intérieure, nous avons aussi besoin du soutien et de la connexion avec les autres. Dans notre propre vie, nous pouvons appliquer cette leçon en valorisant nos relations et en cherchant le soutien de ceux en qui nous avons confiance. La connexion avec les autres peut nous offrir de nouvelles perspectives et nous aider à affronter des défis que nous ne pourrions pas gérer seuls. La communauté peut être une source de force et de résilience, et en nous soutenant mutuellement, nous pouvons tous grandir et prospérer. De plus, la relation du sage avec la veuve dans l'histoire nous montre comment les relations humaines peuvent offrir un profond sens de but et de connexion. Bien que le sage ait initialement cherché la solitude, il a découvert que la relation avec la veuve lui offrait une nouvelle dimension de sens et d'amour dans sa vie. Cette relation lui a permis de ressentir la joie et l'amour, des aspects importants de l'expérience humaine qui enrichissent notre existence. En réfléchissant sur nos propres vies, nous pouvons voir comment nos relations avec les autres peuvent offrir un sens de but et de signification. Les connexions humaines nous donnent l'opportunité de partager nos vies et nos expériences, et de nous soutenir mutuellement en moments de joie et de difficulté. En cultivant des relations significatives, nous pouvons trouver une plus grande satisfaction et bonheur dans nos vies. L'histoire du sage stoïque et du chat nous offre également une réflexion sur la nature des tentations et comment elles peuvent se déguiser en solutions pratiques à nos problèmes immédiats. Le sage a accepté le chat comme une solution pratique à son problème de rat. Mais cette solution immédiate a conduit à une série d'événements qui ont compliqué sa vie de manière qu'il n'avait pas anticipée. C'est un rappel que les solutions rapides et faciles peuvent mener à des problèmes plus profonds si nous ne considérons pas soigneusement leurs conséquences à long terme. Pour éviter de tomber dans le piège des solutions rapides, il est important d'adopter une perspective à long terme dans nos décisions. En considérant non seulement les avantages immédiats, mais aussi les conséquences futures possibles, nous pouvons prendre des décisions plus informées et responsables. Cette perspective à long terme nous permet de voir au-delà des gratifications instantanées et de nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour notre bonheur et bien-être à long terme. En fin de compte, l'histoire du sage, du chat et des décisions qu'il a prises nous offre une réflexion riche sur la nature de la vie et de la sagesse. Elle nous montre que la sagesse ne se trouve pas dans de grands gestes ou des solutions rapides, mais dans la vigilance constante de notre esprit et dans la réflexion sur nos décisions quotidiennes. En appliquant ces principes dans notre propre vie, nous pouvons trouver un chemin vers une plus grande sérénité, autodiscipline et équilibre. Tout comme le disciple a finalement compris le message derrière les mots « Ne laisse pas un chat entrer dans ta vie ». Nous aussi pouvons trouver la force intérieure pour affronter les épreuves de la vie avec sagesse et maîtrise de soi. Cela nous rappelle que, bien que nous affrontions des défis et des tentations sur notre chemin, nous pouvons embrasser la philosophie stoïque pour rester fermes dans notre quête de sagesse et d'autoréalisation. La philosophie stoïque nous enseigne que la véritable liberté se trouve dans le contrôle de notre propre esprit. En ne permettant pas aux tentations et aux impulsions momentanées de dominer nos décisions, nous maintenons la clarté et le contrôle sur nos vies. Cette liberté intérieure est le véritable objectif de la philosophie stoïque, et c'est ce qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. L'histoire du sage stoïque et du chat n'est qu'une des nombreuses narrations que la philosophie stoïque nous offre. Chaque histoire et chaque enseignement stoïque est conçu pour nous aider à réfléchir sur notre propre vie et à trouver des moyens de vivre de manière plus sage et équilibrée. En étudiant et en appliquant ces principes,
nous pouvons apprendre à vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes et à trouver un sens de but et de satisfaction dans nos vies. En résumé, la leçon du sage stoïque et du chat nous enseigne l'importance de maintenir le contrôle sur notre esprit et nos décisions. Elle nous rappelle que chaque décision, aussi petite soit-elle, peut avoir de grandes conséquences et que nous devons être conscients de nos actions et réfléchir à leurs impacts possibles. La philosophie stoïque nous offre des outils précieux pour vivre de manière plus sage et équilibrée et nous encourage à rechercher la vertu et la sérénité dans notre vie quotidienne. En continuant à explorer les enseignements stoïciens, nous pouvons découvrir de nombreuses autres leçons précieuses qui nous aideront à vivre une vie pleine et significative. En appliquant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver un chemin vers une plus grande sérénité, autodiscipline et équilibre. Cela nous invite à nous rappeler que nous sommes maîtres de nos actions et de nos choix, et que nous devons résister à la tentation de laisser notre esprit devenir le reflet de nos passions momentanées. Tout comme le disciple a finalement compris le message derrière les mots « Ne laisse pas un chat entrer dans ta vie », nous aussi pouvons trouver la force intérieure pour affronter les épreuves de la vie avec sagesse et maîtrise de soi. Cela nous rappelle que, bien que nous affrontions des défis et des tentations sur notre chemin, nous pouvons embrasser la philosophie stoïque pour rester fermes dans notre quête de sagesse et d'autoréalisation. À l'instar du sage qui vivait sur la montagne, résistons à l'entrée du chat dans nos esprits et maintenons la clarté et le contrôle sur nos vies. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Avez-vous déjà passé des heures à vérifier votre téléphone, attendant avec impatience un message de quelqu'un de spécial, pour ressentir ensuite cette déception constante? C'est un sentiment que nous connaissons tous. Le désir de l'attention et de l'affection de quelqu'un qui semble toujours hors de notre portée. Mais il y a de bonnes nouvelles. Il existe des techniques psychologiques qui peuvent amener cette personne spéciale à vraiment commencer à vous manquer. L'esprit humain est incroyablement complexe et l'un de ses traits les plus fascinants est le désir de ceux qui n'est pas facilement accessible. C'est le classique « on ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perde ». En appliquant certaines stratégies, vous pouvez faire en sorte que cette personne commence à regretter votre absence et à penser à vous-même lorsque vous n'êtes pas là. Voici 6 règles puissantes qui vous aideront à capturer son cœur et son esprit. La première règle pour captiver quelqu'un et lui faire vraiment ressentir votre absence est de cultiver une aura de mystère. Ce concept n'est pas nouveau. Depuis les temps anciens, l'inconnu a exercé un pouvoir magnétique sur l'esprit humain. C'est dans ce « que l'on ne comprend pas entièrement que réside la curiosité et le désir d'en savoir plus. Dans le contexte des relations personnelles, le mystère peut être un outil puissant pour créer une attraction profonde et durable. Quand on parle de mystère, il ne s'agit pas simplement de cacher des informations ou d'être réservé sans raison. Il s'agit de gérer consciemment ce que vous choisissez de partager et ce que vous préférez garder pour vous. Pensez à une histoire captivante. Tout n'est pas révélé d'un coup, mais l'intrigue se déroule progressivement, gardant le lecteur accroché. De la même manière, dans vos interactions, vous pouvez considérer chaque détail que vous partagez comme une pièce d'un puzzle, une partie d'un tout plus grand que l'autre personne souhaite compléter. Le charme du mystère réside dans sa capacité à créer une connexion émotionnelle profonde. Lorsque quelqu'un sent qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur vous, ses pensées ont tendance à revenir sans cesse à ce qu'il ne connaît pas encore. Cela éveille un désir inconscient de passer plus de temps avec vous, d'en savoir un peu plus à chaque fois, ce qui fait que cette personne vous manque quand vous n'êtes pas là.
De plus, le mystère préserve également votre autonomie. Dans un monde où partager des détails personnels est de plus en plus courant et parfois même attendu, choisir ce que vous révélez vous donne un contrôle sur la perception que les autres ont de vous. Maintenir une part de mystère vous permet de protéger vos limites personnelles, en veillant à ne pas devenir entièrement prévisible ou accessible. Cela ne vous rend pas seulement plus intéressant, mais montre également que vous êtes une personne indépendante, avec une vie riche et pleine en soi, sans avoir besoin d'une validation externe constante. En gardant une part de vous-même secrète, vous vous positionnez comme quelqu'un qui a une profondeur émotionnelle et personnelle qui ne peut pas être comprise immédiatement. Cette complexité perçue peut être incroyablement attrayante. Pensez à la façon dont les relations les plus fascinantes de la vie sont celles où il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, quelque chose de nouveau à découvrir sur l'autre personne. En embrassant le mystère, vous vous assurez qu'il y a toujours quelque chose de plus à offrir, gardant l'étincelle de la relation vive et vibrante. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre mystère et authenticité. Être mystérieux ne signifie pas être malhonnête ou trompeur. Il s'agit d'être authentique dans ce que vous partagez, tout en étant conscient de ne pas tout révéler en une seule fois. C'est comme peindre un tableau. Chaque coup de pinceau ajoute de la profondeur et des nuances, mais le spectateur doit attendre pour voir l'œuvre complète. En fin de compte, le mystère non seulement capte l'attention de l'autre personne, mais établit également une base pour une connexion plus riche et plus significative, où les deux partenaires explorent et découvrent constamment de nouvelles facettes l'un de l'autre. La deuxième règle pour faire en sorte que quelqu'un vous manque est de comprendre et d'appliquer le pouvoir de la rareté. Ce principe, profondément ancré dans la psychologie humaine, suggère que nous valorisons davantage ce qui est difficile à obtenir ou ce qui est présenté en quantité limitée. Dans le contexte des relations, la rareté se réfère à la gestion de votre temps, de votre énergie et de votre attention de manière à ce qu'ils soient perçus comme des ressources précieuses et non comme quelque chose d'abondant. Dans la vie quotidienne, l'abondance mène souvent à la familiarité, et la familiarité, avec le temps, peut conduire à la dévalorisation. Lorsque vous êtes toujours disponible, lorsque vous répondez immédiatement à chaque message ou demande, vous commencez à être perçu comme quelqu'un de prévisible et, dans certains cas, même comme acquis. Cela peut diminuer l'appréciation que l'autre personne a de vous, car ce qui est facilement accessible est souvent pris pour acquis. En revanche, lorsque vous introduisez la rareté dans vos interactions, vous créez un sentiment d'urgence et de valeur. En n'étant pas toujours disponible, en prenant le temps de répondre, vous envoyez un message clair. Votre temps et votre attention sont limités, et donc précieux. Ce petit changement dans votre comportement peut avoir un impact significatif sur la façon dont l'autre personne vous perçoit. Soudain, vos réponses, votre présence et vos interactions ne sont pas quelque chose qu'ils peuvent obtenir à tout moment. Ils deviennent quelque chose qu'ils doivent mériter, et, par conséquent, ils les valorisent beaucoup plus. La rareté joue également un rôle crucial dans la création d'anticipation et de désir. Lorsqu'une personne n'a pas un accès constant à vous, il est probable qu'elle commence à penser davantage à vous pendant les périodes d'absence. Ce vide que vous laissez, bien que bref, peut inciter l'autre personne à désirer davantage votre présence, à regretter ces moments de connexion qui étaient autrefois faciles à obtenir. En d'autres termes, votre absence devient un puissant stimulant qui renforce l'importance de votre présence. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre entre la rareté, l'authenticité et la chaleur. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux mentaux ou d'être évasif sans raison, mais d'établir un rythme sain dans la relation, où chacun a de l'espace pour sa propre vie et où les interactions sont toujours significatives et appréciées. La rareté, bien gérée, n'est pas une tactique de manipulation, mais une manière de mettre en valeur ce que vous offrez en tant que personne, votre temps, votre attention, votre énergie émotionnelle.
En outre, en appliquant le principe de la rareté, vous renforcez également votre propre indépendance. Vous n'avez pas besoin d'être constamment disponible pour être apprécié ou aimé. Au contraire, lorsque vous vous accordez du temps pour vous-même, pour vos propres activités et pour votre croissance personnelle, vous devenez une personne plus complète et intéressante. Cette indépendance ne vous profite pas seulement, mais enrichit également la dynamique de la relation, où chacun peut apporter à l'autre sans perdre de vue sa propre identité. La troisième règle, pour faire en sorte que quelqu'un vous manque, repose sur l'authenticité, un concept qui, bien que simple en apparence, a un impact profond sur la manière dont nous nous connectons aux autres et sur la façon dont nous sommes perçus. Être authentique signifie rester fidèle à soi-même, accepter et exprimer qui l'on est vraiment, avec toutes ses particularités, ses passions et ses défauts. Cette authenticité ne vous rend pas seulement plus attrayant, mais elle établit également une base solide pour toute relation significative. L'authenticité est magnétique parce qu'elle est rare. Nous vivons dans un monde où la pression pour se conformer et s'intégrer est constante. Dès le plus jeune âge, on nous enseigne à suivre certaines normes sociales, à nous adapter aux attentes des autres, à être ceux que les autres veulent que nous soyons. Cependant, lorsqu'une personne ose rompre avec ces normes et se montre telle qu'elle est, elle devient une figure rafraîchissante et fascinante. C'est comme une bouffée d'air frais dans un environnement saturé d'uniformité et de complaisance. Être authentique demande du courage, car cela implique de se montrer vulnérable. C'est accepter que tout le monde ne verra pas ou n'appréciera pas qui vous êtes vraiment, mais continuer malgré tout, parce que vous comprenez la valeur de votre propre identité. Ce courage, cette disposition à être soi-même sans excuse, est incroyablement attirant. Les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux, car cette assurance projette une énergie positive qui est difficile à ignorer. De plus, lorsque vous êtes authentique, vous inspirez les autres à l'être aussi, créant une connexion plus profonde et plus significative. L'authenticité vous distingue également de la foule. Dans un monde où beaucoup essaient de se conformer à des moules préconçus, être soi-même est le meilleur moyen de se démarquer. Votre individualité est votre plus grand atout, et lorsque vous l'embrassez, vous devenez quelqu'un de mémorable. Les gens ne se souviennent pas de ceux qui suivent simplement le courant. Ils se souviennent de ceux qui ont le courage d'être différents, d'être eux-mêmes. En étant authentique, vous devenez cette personne que les autres ne peuvent oublier. Quelqu'un qui apporte une perspective unique et précieuse à leur vie. Il est important de noter qu'être authentique ne signifie pas être rigide ou inflexible. Il ne s'agit pas d'imposer vos points de vue ou vos particularités aux autres, mais d'être fidèle à vous-même tout en respectant et en valorisant les différences chez les autres. L'authenticité n'est pas une barrière, mais un pont qui permet des connexions authentiques basées sur le respect mutuel et la compréhension. Lorsque vous vous présentez de manière authentique, vous donnez aux autres la permission de faire de même, créant un espace où chacun peut être véritablement lui-même. De plus, l'authenticité est une source d'énergie et de passion. Lorsque vous poursuivez ceux qui vous passionnent vraiment, lorsque vous vous consacrez à vos intérêts et passe-temps sans vous soucier de l'opinion des autres, vous rayonnez d'une énergie contagieuse. Les gens sont attirés par cette énergie parce qu'elle est réelle et motivée par un profond sens du but. Cette passion, née de l'authenticité, est ce qui fait que les autres regrettent votre présence. Ils veulent être proches de cette énergie vibrante que seule une personne authentique peut offrir. En fin de compte, être authentique signifie reconnaître votre propre valeur intrinsèque et ne pas dépendre de l'approbation des autres pour la valider. C'est vivre en accord avec vos valeurs, vos croyances et vos rêves, sans permettre que les attentes extérieures vous définissent. Lorsque vous y parvenez, non seulement vous devenez une personne plus heureuse et épanouie, mais vous devenez également irrésistiblement attirant pour ceux qui recherchent des connexions réelles
et significative. La quatrième règle pour faire en sorte que quelqu'un vous manque se concentre sur l'idée de laisser un goût de « revenez-y », un principe qui joue avec la psychologie du désir et de l'anticipation. Cette approche ne s'applique pas seulement aux relations personnelles, mais aussi à de nombreux autres domaines de la vie, tels que l'art, le divertissement et même la négociation. En essence, il s'agit de maîtriser l'art de la modération et de la gestion des attentes pour maintenir l'intérêt et l'excitation. Lorsque nous interagissons avec quelqu'un, que ce soit dans une conversation, un rendez-vous ou un simple échange de messages, il est naturel de vouloir prolonger ce moment de connexion, surtout lorsque l'interaction est agréable et fluide. Cependant, prolonger trop longtemps ces interactions peut diluer l'intensité émotionnelle et conduire à un point où l'expérience devient monotone ou prévisible. C'est ici qu'intervient la règle de « laisser un goût de revenez-y ». En terminant une interaction à son point culminant, lorsqu'il y a encore de l'émotion et du désir de continuer, vous créez une sorte de cliffhanger émotionnel, laissant l'autre personne impatiente de la prochaine fois où elle pourra se reconnecter. Ce désir de plus est un outil psychologique puissant. Lorsqu'une personne reste avec l'impression que l'interaction aurait pu continuer, son esprit a tendance à rejouer et revivre ce moment. Cette répétition mentale renforce le désir et l'intérêt, faisant que cette personne pense à vous bien après la fin de l'interaction. C'est une astuce subtile mais efficace pour vous maintenir présent dans ses pensées et émotions, même en votre absence. De plus, laisser un goût de revenez-y a également pour effet de préserver et de protéger votre propre valeur perçue. En ne donnant pas tout d'un coup, vous établissez un rythme dans la relation qui respecte vos propres limites ainsi que celles de l'autre personne. Vous dites implicitement que votre temps et votre compagnie sont précieux et qu'ils méritent d'être appréciés à leur juste valeur. Cette approche non seulement augmente le désir de l'autre personne de passer plus de temps avec vous, mais lui apprend aussi à valoriser ses moments partagés. Dans un contexte plus large, cette règle favorise également la création d'expériences de qualité plutôt que de quantité. Plutôt que de prolonger les interactions jusqu'à ce qu'elles perdent leur éclat, vous vous concentrez sur la création de moments mémorables et significatifs qui laissent une impression durable. Cela ne signifie pas que vous devez être calculateur ou distant, mais que vous devez être conscient du flux naturel de l'interaction et être capable de reconnaître le bon moment pour conclure. Terminer une conversation ou un rendez-vous sur une note positive laisse les deux participants avec un sentiment agréable et un désir de « revenez-y », ce qui prépare le terrain pour de futures interactions tout aussi gratifiantes. Le concept de laisser un goût de revenez-y renforce également l'importance de l'anticipation dans les relations humaines. L'anticipation est l'un des ingrédients clés du désir. Lorsqu'une personne sait qu'il y aura une prochaine fois, mais pas exactement quand ni comment, son imagination commence à combler les lacunes, générant des attentes et alimentant le désir. Cet espace entre les interactions non seulement crée du temps pour que l'autre personne vous manque, mais augmente aussi l'excitation lorsque vous vous retrouvez enfin. Cependant, il est essentiel de gérer cette stratégie avec équilibre et authenticité. Il ne s'agit pas de manipuler les émotions de l'autre personne, mais de reconnaître et de respecter le rythme naturel des interactions humaines. Parfois, il est préférable de laisser une conversation se terminer à un point culminant et de laisser l'autre personne avec une impression positive, plutôt que de la prolonger jusqu'à ce qu'elle perde son charme. Ce faisant, non seulement vous maintenez l'étincelle de la relation vivante, mais vous créez également un environnement où chacun est toujours impatient du prochain rendez-vous. La cinquième règle pour faire en sorte que quelqu'un vous manque repose sur la projection de confiance et de charisme, deux qualités qui, lorsqu'elles sont combinées, créent une présence magnétique et difficile à oublier.
La confiance ne consiste pas en une démonstration superficielle de sécurité ou d'arrogance, mais en une reconnaissance profonde et authentique de votre valeur intrinsèque. C'est une certitude intérieure de qui vous êtes, de ceux que vous représentez et de ceux que vous pouvez offrir, indépendamment de l'approbation ou de la validation des autres. La confiance authentique se manifeste dans votre comportement, dans la manière dont vous parlez et dans la façon dont vous interagissez avec les autres. Vous n'avez pas besoin d'être le plus bruyant ou le plus extraverti pour être perçu comme quelqu'un de sûr de lui. La véritable confiance se montre dans votre capacité à être assertif sans être dominant, dans votre aptitude à accepter vos erreurs et à en tirer des leçons, et dans votre disposition à être vulnérable sans vous sentir menacé. Ce type de confiance inspire le respect et l'admiration, car il montre que vous êtes une personne solide, avec un sens clair de votre identité. Le charisme, en revanche, est la capacité d'attirer et de maintenir l'attention des autres, non pas par des artifices ou des tours, mais par l'authenticité et l'empathie. Une personne charismatique ne se contente pas de parler avec éloquence, elle écoute aussi attentivement, faisant en sorte que ceux qui l'entourent se sentent valorisés et compris. Le charisme est l'art de faire en sorte que les autres se sentent bien en votre présence, d'inspirer la confiance et de créer des liens authentiques. Lorsque vous combinez confiance et charisme, vous devenez une personne que les autres souhaitent avoir près d'eux, non pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose de vous, mais simplement parce qu'ils apprécient la façon dont ils se sentent en votre présence. Cette sensation positive devient un souvenir puissant lorsque vous n'êtes pas là, rendant les gens nostalgiques de l'énergie que vous apportez avec vous. En cultivant ces qualités, vous ne devenez pas seulement plus attirant, mais vous devenez également une influence positive dans la vie de ceux qui vous entourent, laissant une impression durable qui perdure même en votre absence. La 6e règle pour faire en sorte que quelqu'un vous manque aborde l'un des erreurs les plus courantes dans les relations, la recherche constante d'approbation. Il est naturel de vouloir être valorisé et apprécié, mais lorsque ce désir devient un besoin incessant de validation externe, cela peut avoir l'effet inverse de celui recherché. Rechercher constamment l'approbation peut vous faire paraître incertain, dépendant ou même désespéré, ce qui diminue votre attrait et, en fin de compte, la valeur de votre présence. Au lieu de vous concentrer sur l'approbation des autres, il est crucial de concentrer votre énergie sur la construction d'une vie épanouissante et satisfaisante par vous-même. Cela signifie consacrer du temps à vos intérêts, à vos objectifs et à vos passions personnelles, et développer un sens de l'identité qui ne dépend pas uniquement de l'opinion des autres. En faisant cela, non seulement vous devenez plus intéressant et attirant, mais vous envoyez également un message clair. Vous êtes une personne indépendante, avec une vie riche et significative, qui n'a pas besoin de la validation constante de qui que ce soit pour se sentir complète. Cette approche a également l'effet secondaire de créer une aura de mystère et d'intrigue. Lorsque vous ne cherchez pas constamment l'attention ou l'approbation de quelqu'un, cette personne commence à se demander ce qui vous occupe, ce qui vous motive et pourquoi vous ne dépendez pas de sa validation. Cette curiosité peut être un catalyseur puissant qui les amène à vous manquer davantage, car ils se demandent ce qui se passe dans votre vie qu'ils ne connaissent pas. Appliquer ces règles nécessite un équilibre et un engagement authentique envers votre propre développement personnel. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de devenir la meilleure version de vous-même et de permettre à cette énergie d'attirer naturellement les autres. Suivez ces principes. Restez fidèle à vous-même et observez comment cette personne spéciale commence à désirer votre compagnie, attendant avec impatience le prochain moment passé ensemble. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.